En fait, tout remonte à peu près il y a un an, à la mi-2017, on a commencé à se poser véritablement les questions. Et c'est pas un hasard parce qu'en fait, c'est le moment où Emmanuel Macron a été élu président. Or, il est venu au CES de Las Vegas en 2016, moi j'y étais pour présenter Medvir, et il était déjà présent, donc ça veut dire qu'il avait déjà dans l'idée le fait qu'il y allait avoir des solutions disruptives qui allaient envahir la société. Et le rapport Villani, finalement, n'est que la continuation, je pense, de cette pensée. Donc, ça a été complètement envahi, c'est vrai, et c'est une question qui agite tout le monde. Et c'est nécessaire parce qu'il y a à la fois d'énormes potentialités et en même temps des problèmes éthiques et des craintes qui sont justifiées par que les gens peuvent tout à fait justifier. L'éthique dans la santé, c'est extrêmement difficile à individualiser, étant donné qu'en ce moment nous sommes dans un espèce de maelstrom complet dans lequel il y a des tas de notions qui bougent, ça change toutes les 5 minutes, tous les jours il y a une nouvelle techno, tous les jours il y a une nouvelle avancée. Et comme nous n'avons en fait pas les capacités, j'allais dire, d'anticiper les solutions disruptives, nous agissons toujours après coup. Ce qu'il faudrait, je pense, ce serait voir beaucoup plus loin, voir beaucoup plus en amont, en nous demandant finalement dans quel sens vont les choses et dans quelle voie va la société et dans quelle voie va l'intelligence, enfin cette intelligence entre guillemets. Et là, nous avons véritablement une nécessité à réfléchir sur ce que sont les composantes de l'éthique dans le domaine de la santé. Alors on a bien sûr la RGPD qui nous dit le droit à ceci, le droit à cela, le patient a donc tous les droits, ce qui est tout à fait normal. Les entreprises qui font l'intelligence artificielle ont par contre tous les devoirs, donc il y a une espèce de décalage entre les deux. Et en fait je pense que la réflexion éthique, elle doit être une co-construction. C'est-à-dire que l'ensemble des acteurs, que ce soit les patients, les médecins, les législateurs, les philosophes, les religieux, les politiques, le financeur, etc. Tout le monde doit se mettre autour de la table de façon à essayer de comprendre finalement ce que c'est que la santé et ce que c'est que la relation médecin-patient. Et moi je suis un inconditionnel de la relation médecin-patient qui est véritablement pour moi un sanctuaire à protéger. Et il faut partir de là. D'une manière générale, les patients sont de plus en plus revendicateurs. Pourquoi? Parce qu'avant, ils avaient droit aux soins, bien sûr, et maintenant, ils ont un droit à la santé. Pourquoi ils ont un droit à la santé? Parce qu'ils payent des charges sociales, parce qu'on estime de plus en plus que la médecine est devenue un produit. Or, il faut rappeler quand même ce que disait Georges Canguilhem en 1940. Il disait, en gros, la médecine est un art dont l'un des outils est la science. Et la médecine ne peut pas prétendre être une science. Or, le vouloir mettre la médecine comme étant une science, donc quelque chose d'extrêmement normé, etc., eh ben, ça nous fait rentrer dans véritablement un changement de paradigme, parce que maintenant, les gens recherchent le risque zéro. Il y a une peur névrotique de la mort partout, dans l'ensemble de la société. Et depuis 1985, où il y a eu l'affaire du sang contaminé, on a vu petit à petit se mettre en place le principe de précaution, ce qui est une bonne chose, mais petit à petit, la somme des principes de précaution ont abouti à la recherche du risque zéro. Et donc, le patient arrive en disant « moi, j'ai le droit à la santé ». Et le médecin, évidemment, face à ça, il se dit, il est assez embêté parce qu'il a le docteur Google qui est passé avant lui. Donc il est toujours avec un métro de retard. Et la relation médecin-patient maintenant commence à se durcir dans le sens où le médecin sent qu'il est fragilisé au plan de sa connaissance, parce qu'il y a des patients qui sont plus au courant que lui, notamment ce qu'on appelle les patients experts. Et au final, le médecin se trouve un petit peu en repli. Et donc ça fait que les relations médecin-patient ont énormément bougé et vont bouger de plus en plus, en particulier avec l'intelligence artificielle et les IoT, donc avec l'Internet des objets, les capteurs, etc. Nous avons une loi, la loi HPST, octobre 2010, qui n'a pas été mise en application, et dedans il y a ce qu'on appelle la délégation des tâches. La délégation des tâches, c'est une nécessité. Moi je suis absolument pour la délégation des tâches, l'interprofessionnalisation. Pourquoi? Parce que nous avons les déserts médicaux. Il y a 480 communes en France où il y a un pharmacien et où il n'y a plus de médecins. Ça veut dire que
ce pharmacien, dans chacune de ces communes, à terme, il va fermer boutique. Donc et ce sera pareil pour l'infirmière, le kiné, etc. On aura donc transformé un désert médical en un désert sanitaire. Donc avec des zones où il n'y aura plus de santé, il n'y aura plus rien. Donc on va créer des vides, pas des vides sanitaires, mais véritablement des vides extrêmement importants. Donc il est indispensable que les médecins co-construisent la délégation des tâches de façon à donner aux infirmières de pratique avancée en particulier, aux kinés, aux pharmaciens, etc. On doit leur donner de l'aide à la compréhension, à la décision, et leur donner en particulier grâce à des outils d'intelligence artificielle qui leur permettront non pas de devenir médecin et non pas d'endosser le costume du médecin, mais d'avoir une sorte de compétence qui leur permet de recueillir des données et de fournir ces données au médecin, lequel sera toujours le décisionnaire. Car, j'en reviens toujours là, la relation médecin-patient, il faut qu'elle soit indestructible. Moi, je pense que l'intelligence artificielle et le numérique en général, hein, que ce soit l'intelligence artificielle, les capteurs, mais également tout ce que nous allons avoir, parce qu'il faut parler de la génomique, il faut parler de la médecine prédictive, il faut parler des nanotechnologies qui vont nous permettre de, petit à petit, à terme avec les capteurs, de faire que l'examen clinique en particulier va être augmenté grâce à des capteurs qui vont permettre aux médecins d'avoir beaucoup plus de capacités parce qu'il aura des oreilles augmentées, des yeux augmentés, une compétence augmentée grâce à ces technologies. Donc ça va faire bouger les choses, je pense, dans le bon sens, parce que, à condition que le médecin accepte de lâcher un petit peu prise sur un certain nombre de choses, qu'ils comprennent qu'il faut déléguer les tâches parce que nous allons avoir de moins en moins de médecins, et donc il va falloir que nous, les médecins, nous évoluions. C'est le premier point. Le deuxième point, les patients, ils vont également évoluer parce qu'ils vont être de plus en plus compétents, ils vont être de plus en plus sachants, et donc il va falloir, malgré tout, qu'ils ne s'imaginent pas qu'ils peuvent devenir médecins et se faire leur autodiagnostic. Non pas parce qu'ils ne seraient pas capables de le faire, mais parce que on changerait de paradigme, et à ce moment-là, on perdrait là encore cette relation médecin-patient qui doit être indestructible. Au niveau des pouvoirs publics, il est évident que la traçabilité, la compréhension du parcours de soins, l'épidémiologie en temps réel, qui sera faite grâce non pas au big data mais au smart data, va nous permettre d'avoir une connaissance incroyable dans le domaine de la santé. Donc les pouvoirs publics vont y trouver leur compte. Et puis l'assureur, le méchant, hein, puisque c'est lui qui est visé, c'est le méchant assureur qui va tout savoir, Big Brother de nous, et bien lui, il va y trouver son compte, je pense, également, non pas en nous balançant des contrats pour nous enfermer, mais en acquérant une connaissance de façon à optimiser son métier. Donc tout le monde va y gagner. Mais il faut que tout le monde accepte de lâcher un peu, que tout le monde reste en même temps à sa place et que les différents acteurs se réunissent dans leur domaine de co-compétences. Et donc c'est une co-construction. Et tout ça, il faut qu'on le fasse ensemble. Et les médecins, puisque je parle en tant que médecin, nous devons, je pense, nous avons un rôle extrêmement important à faire de façon à être très positif. Mathématiquement, on aura besoin de plus de professionnels de santé puisque le vieillissement de la population augmente. On va être de plus en plus, théoriquement, en bonne santé longtemps, mais il y aura toujours la fin de la vie où il y aura des besoins. Donc on sait qu'on va avoir une progression de la demande. On sait également qu'en raison de la recherche du risque zéro, les gens vont consommer de plus en plus, vont avoir une attitude de consumériste. Donc de toute façon, on aura besoin de plus en plus de professionnels de santé. Mais ces professionnels de santé, nous savons qu'ils vont aller en diminuant. Le numerus clausus, c'est bien gentil, mais c'était il y a 15 ans qu'il fallait le faire. Il faut 15 ans pour faire un médecin opérationnel. Maintenant, on aura trop de médecins dans 15 ans. Donc on va avoir de plus en plus de médecins, vous voyez, mais on les aura en retard. On les aura trop tard, j'allais dire. Donc, il faut là qu'il y ait donc là encore l'influence des nouvelles technologies vont permettre, je pense, d'augmenter, non pas d'augmenter le nombre de médecins, mais d'augmenter les compétences du médecin et surtout, ce que je n'ai pas dit dans la question précédente, de réenchanter, j'allais dire, la relation médecin-patient. Parce que un médecin qui a plus de temps, un médecin qui a plus qui a moins de pression
que ce soit pression administrative, de pression sur la peur, de faire une erreur diagnostique, une erreur de protocole, etc., eh bien, il va falloir qu'il va y avoir de moins en moins de compétences qui vont lui être données, bien sûr, il va y perdre, mais il va falloir qu'il réinvestisse dans la relation. Et réinvestir dans la relation, c'est réinvestir dans la médecine. Parce que la médecine, c'est avant tout une relation humaine. Donc, je pense que la relation médecin-patient sera sauvée par l'intelligence artificielle. On sait que l'hypocondrie, vous savez, moi j'ai commencé en 1987 sur Minitel à faire de l'intelligence artificielle, enfin le petit début d'intelligence artificielle. Et à cette époque-là, dès cette époque-là, il y avait une hypocondrie, les gens allaient sur le Minitel, le 3615, écran santé, pour voir un petit peu ce qui se passait. Cette hypocondrie, elle est présente partout et elle a été en augmentant. Et c'est vrai que maintenant, le fait d'avoir des capteurs qui vont nous dire en permanence, ils vont nous rassurer en même temps en disant ton pouls est bien, ta tension est bien, ta glycémie est bien, ton psychisme va bien, tout va bien, les capteurs, jusqu'au moment où il va y avoir un warning, ça va pas. Et si ça va pas, et ben à ce moment-là, nous risquons d'être tout le temps les yeux sur le compteur en disant ah, est-ce que ça va bien? Bon, jusque-là tout va bien. Vous savez l'histoire de la personne qui tombe du 15e étage et qui se dit jusque-là tout va bien, mais qui a peur, qui sait qu'inéluctablement il va y avoir un problème. Donc il faut faire très attention à ce que les capteurs, donc le monde 4.0, ne nous rendent pas finalement assujettis et dépendants de la technologie qui nous surveille et qui est censée nous dire que tout va bien. Il faut faire attention. Donc là, on est dans un débat qui est un débat technologique, mais qui a des conséquences éthiques et sociétales extrêmement importantes. Un algorithme, il faut bien expliquer qu'un algorithme, c'est quelque chose qui dit si ceci et si ceci, alors cela. Hein, c'est du procédural, c'est pas de l'intelligence artificielle au sens qu'on comprend ce qu'on fait. L'algorithme comprend ce qu'il fait et qu'il est conscient de ce qu'il fait, mais c'est de la procédure en fait. Et donc nous allons avoir dans notre vie, nous allons avoir partout des algorithmes qui vont nous aider. Mais vous savez, votre grille-pain, il a un algorithme qui lui permet de dire voilà, c'est chaud, vas-y, tu sautes. Donc finalement, les algorithmes ne sont que des outils qui nous aident dans l'amélioration des procédures et l'amélioration de notre vie. Waze, c'est un algorithme qui change la vie. Toutes les solutions donc, de ce qu'on appelle le monde 3.0, c'est-à-dire dans lequel la machine nous donne des informations, ce ne sont que des algorithmes. Et les algorithmes nous aident énormément. Donc, il ne faut pas en avoir peur, mais ça risque effectivement de changer un certain nombre de choses. Et d'ailleurs, pour en revenir à Waze, on s'est rendu compte que les chauffeurs de taxi avaient diminué certaines capacités par plasticité neuronale parce qu'ils ne faisaient plus appel à leur connaissance, mais uniquement au fait qu'ils sont devant leur tom-tom qui leur disent ce qu'il faut faire. Donc nous risquons petit à petit, que ce soit médecins, patients, etc., de perdre une certaine agilité de pensée parce que c'est les machines qui le feront à notre place. Alors ce n'est pas de la réflexion éthique, mais c'est de la réflexion technologique parce qu'il faut toujours que l'esprit humain soit sollicité. Le big data, c'est vous avez la place Saint-Pierre, avec 1 million de personnes lors de l'élection du pape, et le big data prétend être capable de mettre en relation ce que 2 personnes disent alors qu'elles sont disjointes. Le seul problème, c'est qu'il y a tellement de bruit informatique autour que c'est très très difficile. Donc qu'est-ce que les big data sont capables de faire? Elles sont capables de faire des corrélations statistiques. Ce que notre esprit est incapable de faire, mais ce que des machines sont capables de faire, puisque peuvent mettre en relation des notions que notre esprit est incapable de mettre en relation. Par contre, ces données, elles ne sont pas qualifiées. C'est-à-dire que si on ne sait pas l'âge, le sexe, les antécédents, les symptômes, le lieu où se trouve, c'est-à-dire si on ne qualifie pas la donnée, eh bien, on va aboutir à de la corrélation et on va perdre le sens. Or, qu'est-ce qui permet de construire quelque chose? C'est de donner du sens aux choses. Donc je ne crois pas aux big data. Je crois que les big data vont nous aider à comprendre, à avoir des notions auxquelles on ne pensait pas. Mais je pense en revanche que seuls des smart data, c'est-à-dire des data qualifiées, donc avec un interrogatoire, une personnalisation, et tout en respectant l'anonymisation, va nous permettre véritablement de comprendre quelque chose. C'est ça, vous voyez la différence entre les big et les smart.
il faut réécrire plein de choses. Il faut réécrire le code de déontologie. Le code de déontologie, j'ai fait une étude dessus sur les 100, je vous dis de mémoire, 113 articles, je crois. Il y a 70% des articles qui doivent être entièrement réécrits parce qu'ils rendent l'exercice de la télémédecine ou autre incompatible. Nous devons donc repenser le code de déontologie, non pas en le vidant de son essence, parce que c'est une nécessité, mais en lui donnant la possibilité d'exister dans le monde actuel, dans le monde qui vient et surtout dans le monde qui va venir. Donc il faut anticiper, vous voyez, là encore. Donc le code de déontologie, c'est indispensable. Le système assurantiel doit être prévu, pour l'instant, il n'y a rien, hein, il n'y a rien de réellement écrit dans le marbre. Le partage de responsabilité dans la délégation des tâches, on avance un petit peu comme ça, à cloche-pied. La responsabilité du médecin en finale, les médecins ont très peur d'avoir en responsabilité en finale de quelque chose qui leur échappe. Donc vous voyez, là encore, il faut réfléchir, mais il faut réfléchir en amont. Il faut penser pour dans 10 ans, on va penser pour tout de suite. C'est l'aventure, hein, c'est l'aventure de 4 médecins qui se retrouvent il y a 30 ans après une garde de nuit à SOS Médecins et puis qui disent tiens, on pourrait faire, donc en 1987, on pourrait faire des conseils médicaux sur Minitel. Et puis en fait, on a imaginé, ça s'appelait 3615 écran santé, on a imaginé le système actuel. C'est sorti naturellement de notre tête parce qu'on a justement, on a essayé de voir très loin. De fait, le monde, ce que nous avons fait dans Medvir, c'est un système qui essaye de modéliser la pensée d'un médecin urgentiste. C'est très particulier. Qu'est-ce que c'est qu'un médecin urgentiste? C'est un médecin qui ne connaît pas le patient, qui ne sait rien de lui, qui va le voir pendant une durée X et qui après ne le reverra jamais. C'est ça. Et donc, il y a des schémas de réflexion qui sont très particuliers, en partie. Notamment le fait que le diagnostic n'est pas une fin en soi, le diagnostic fait partie prend en compte la décision, enfin la décision prend en compte le diagnostic, mais pas que. On peut très bien se dire j'envoie cette personne à l'hôpital, je ne sais pas ce qu'elle a, mais je sais qu'elle doit aller à l'hôpital. Et donc ce raisonnement d'urgentiste, c'est ça qui nous a permis de modéliser Medvir. Alors nous avons, on a plusieurs domaines. On a le domaine de l'urgence, le domaine de la médecine générale, le domaine de la prévention, le domaine du bien-être, le domaine de l'information. Et puis on va se lancer également dans l'observance, le suivi thérapeutique, la dépendance. Et notre objectif, c'est de réunir tous ces Medvir, toute cette connaissance acquise par ces différents faisceaux pour aboutir à ce qu'on appelle un médecin virtuel, c'est-à-dire une sorte de système capable de comprendre tout type de demande en provenance des patients et de fournir toute cette information aux véritables acteurs réels qui sont le médecin, qui sont le pharmacien, l'infirmière, mais également les pouvoirs publics, mais également l'assureur, donc tous ceux qui sont dans la chaîne de santé. Donc notre rôle, ce n'est pas de remplacer, mais c'est d'augmenter, d'améliorer le parcours de soins en lui donnant des outils extrêmement normés, puisque quand on pose une question, la question, si elle a été répondue, on considère que oui, elle a été répondue, c'est un fait. Et donc ça nous permet de faire une traçabilité très importante. Nous justement, ce que nous faisons, c'est œuvrer, donc on a 2 projets que nous sommes en train de faire, œuvrer pour essayer de participer au recul du désert médical en dotant des non-médecins d'une intelligence artificielle qui permettent donc de faire de la bobologie, du dépistage, de la prévention et de renvoyer tous ces éléments recueillis par des non-médecins à des vrais médecins qui eux seront derrière et qui récupéreront toute cette donnée et joueront leur rôle de médecin. Donc pour nous, il y avait des freins qui étaient des freins un petit peu corporatistes et autres, et maintenant les faits nous donnent raison, c'est que maintenant il va bien falloir retrousser les manches et trouver des solutions, parce que dans, je crois, 5 ans, nous aurons, je vous dis peut-être des bêtises, mais je crois que nous aurons 25% de médecins en moins à horizon 5 ans. Moi j'en ferai partie, je serai à la retraite. Alors, la priorité pour nous, on est déjà certifié en classe 1. On est un dispositif médical certifié en classe 1, on va passer en classe 2
en classe 2A pour être précis. Donc on peut déjà vendre à l'étranger, donc on a déjà vendu en Italie, là on va en Pologne, là on va lancer une filiale au Canada, on travaille également avec le Maroc. Donc c'est déjà aller vers l'international en étant capable, puisque notre système est très caméléon, il est capable de se mettre, de se configurer selon le pays et selon la langue. On est en 4 langues quand même, français, anglais, italien, espagnol. Donc nous, notre objectif, c'est partir à l'internationalisation, alors que même nous ne sommes pas encore extrêmement implantés en France. Deuxièmement, c'est rentrer dans des solutions qui existent déjà, des solutions, que ce soit des chatbots, que ce soit des cabines de télémédecine, que ce soit… On aura un jour ou l'autre, on aura besoin de Medvir parce qu'il va falloir gagner du temps, il va falloir résoudre l'équation économique. Et Medvir permet de résoudre l'équation économique puisqu'elle permet de gagner du temps en permettant à un non-médecin de recueillir de l'information, et un non-médecin coûte moins cher qu'un vrai médecin. Et le vrai médecin, lui, joue son rôle de sachant et jouera encore plus un rôle prééminent. Les blocages qu'il peut y avoir, commençons par les blocages, c'est les peurs, les corporatismes et la myopie. Voilà. Ça, c'est nos ennemis les pires. Et puis, la restriction, vous voyez, je veux rester propriétaire de mes données, voilà, je veux rester propriétaire de mes données de santé. S'il n'y a pas, le terme propriétaire est très mauvais d'ailleurs, s'il n'y a pas, nous sommes dépositaires de nos données. Si les patients ne livrent pas en ayant une assurance que ça ne va pas leur tomber sur la tête, ils sont garants, on les garantit qu'il n'y a pas de problème, il faut qu'ils donnent leurs données pour la recherche, pas pour que l'assureur gagne de l'argent, mais pour que la recherche médicale avance. Et le deep learning, s'il n'y a plus de données, de data dans le deep learning, eh bien c'est fini. C'est fini. Le deep learning, c'est une voiture qui n'aura plus de carburant. Donc déjà, à cet endroit-là, il faudra, je pense, lever un certain nombre de blocages. Les conditions, par contre, qu'est-ce qui peut faire le succès? À mon avis, il y a plusieurs choses. Les systèmes experts d'aider les décisions au quotidien, donnés notamment à la population pour les aider à ne plus encombrer les urgences, à plus appeler le 15 à tort et à travers, à aller voir le professionnel de santé qu'il faut, ça c'est une première chose. Deuxièmement, je pense qu'il va y avoir l'influence de tout ce qu'on va avoir grâce à la génomique, à la médecine prédictive, qui là va poser des problèmes éthiques absolument considérables, et il va falloir que par rapport à ça, nous anticipions, et je pense qu'il faudrait mettre en place des principes. Moi j'ai émis 3 principes éthiques, je pense à Asimov qui a mis en place des principes éthiques. Ben, moi j'ai réfléchi, je pense qu'il faut mettre des principes extrêmement intangibles et des barrières, des firewalls absolument infranchissables, des plafonds de verre infranchissables. Il va y avoir également, je pense, les nanotechnologies, et toutes les technologies qui vont permettre une augmentation des capteurs. L'augmentation des capteurs va faire que le travail du médecin va être bouleversé. Le patient va être va acquérir de plus en plus d'informations et de data qui vont nous servir. Et puis il va y avoir, je pense également, justement une interopérabilité de toutes ces données, avec peut-être au-dessus un chapeau qui permettra de comprendre comment tout ça fonctionne. Ce qui est important, c'est que nous sommes dans un monde 3.0. Il est fondamental que nous gardions la main avec des principes éthiques forts. Sinon, le monde 4.0, c'est-à-dire le monde des IoT, le monde des machines, il nous bouffera, il nous mangera et on sera comme ça, ça sera fini. Donc nous sommes dans une crise copernicienne et il faut absolument résoudre ce monde 3.0 de façon éthique. Avec plus d'humains. Avec de plus en plus de relations humaines, avec de plus en plus de co-construction multiprofessionnelle, et puis tout ça dans une bienveillance, hein, parce que qu'est-ce qui compte? C'est que s'il n'y a pas un patient, il n'y a pas un médecin, et pour qu'il y ait de la médecine, il faut qu'il y ait un patient et un médecin, et c'est le sanctuaire à protéger.